Dans le désert libyen, dans un abri rocheux, une découverte sans précédent. Un petit enfant momifié. Jusqu'alors, tout le monde pensait que les Égyptiens avaient inventé la momification en Afrique. Mais cette découverte a amené le docteur Savino di Lernia et son équipe à élaborer une nouvelle théorie qui change tout par rapport à ce que nous savions de l'Égypte ancienne. La science de la momification n'est pas née en Égypte, mais ailleurs, dans une autre culture, dans une autre partie de l'Afrique. Qui étaient ces hommes? D'où venaient-ils? Comment sont-ils arrivés à cette incroyable qualité de momification à une époque si ancienne? Un peuple inconnu qui momifiait ses morts bien avant les Égyptiens. Cet enfant a été la clé de la découverte d'une culture africaine oubliée. Le Sahara, le plus grand désert du monde, est un des endroits les plus chauds et les plus reculés. L'archéologue italien, le docteur Savino di Lernia, de l'Université de Rome, conduit depuis 2 jours. Sa destination est le Djebel, ou massif montagneux d'Akakus. Il se trouve au sud-ouest de la Libye, qui est entourée à l'ouest par l'Algérie et à l'est par l'Égypte. Cet endroit inhospitalier a été abandonné par une poignée de nomades touaregs. Mais il fut aussi, à une époque, le lieu d'habitation d'une famille qui momifia son enfant. Année après année, Savino di Lernia retourne dans ce décor majestueux, espérant découvrir ses secrets. Tout a commencé 40 ans plus tôt avec la découverte d'un enfant momifié, Wan Muigiag. Son nom vient de l'abri rocheux où il a été trouvé. Il a fallu à Savino di Lernia et son équipe des dizaines d'années pour faire connaître l'importance de cette découverte. Je pense que la momie et l'abri ont été le point de départ de la reconstitution écologique et historique des anciennes civilisations ici au Sahara. La population actuelle de la Libye est principalement moyen-orientale. Néanmoins, l'équipe pense qu'il y a des milliers d'années, cet endroit était habité par des Noirs africains venus du sud. Mais à part quelques sculptures rupestres représentant des chasseurs de race noire, les archéologues n'avaient aucune preuve de cela. La découverte de la momie a confirmé cette théorie. La découverte de cette momie noire est très importante. Nous avions trouvé le premier indice prouvant qu'un peuple noir vivait à cet endroit, mais nous n'en avions pas encore la certitude. Ce fut le commencement d'une quête extraordinaire qui finira par révéler l'existence d'une culture africaine inconnue. L'abri de Wan Muigiag est un endroit très rudimentaire, une simple avancée rocheuse, juste assez large pour protéger du soleil de midi. Savino di Lernia est retourné sur ces lieux et a rencontré un Touareg, M. Ramadani, qui était présent le jour de la découverte de la momie. Ils se sont retrouvés à l'endroit où le professeur Maury, prédécesseur du docteur di Lernia, a découvert la momie. Elle devint visible grâce à la lumière apportée par l'érosion naturelle. Nous avons mesuré sa position exacte. Ça devait être là. Quand la lumière a fait apparaître un petit sac, personne n'imaginait ce qu'il pouvait contenir. Le professeur Maury et son équipe ouvrirent ce sac et trouvèrent la momie à l'intérieur. Cela devait être un grand moment. Peu de temps après sa mort, cet enfant fut mis en position fœtale, embaumé et placé dans un sac en peau d'antilope. Il fut recouvert par une couche de feuilles. Cette soigneuse préparation a préservé ce petit corps pendant 5500 ans. L'archéologue savait qu'il avait trouvé un témoignage important.
La forme du crâne de l'enfant faisait penser qu'il était de race noire, et si c'était le cas, cela changeait l'histoire de la momification en Afrique. Il avait besoin d'en avoir la certitude. Après un voyage difficile de 10 jours, à dos de chameau, vers la ville la plus proche, avec son précieux chargement, l'équipe est retournée à Rome pour analyser la momie. Le docteur Giorgio Manzi de l'Université de Rome est un des plus grands experts en squelettes humains de la Libye. Son département possède une impressionnante collection de crânes libyens. Dans les années 50, les membres de l'équipe italienne conclurent que cet enfant était de race noire. Après examen du visage, d'après la longueur de l'arête du nez et la proéminence de la bouche, l'examen des dents de la momie a révélé l'âge que l'enfant avait à sa mort. quand l'équipe italienne a examiné pour la première fois Juan Mugiag, elle a regardé ses dents et a compris que cet enfant était très jeune. En utilisant les rayons X, il a été facile de déterminer son âge exact. L'équipe d'archéologues a déduit que Juan Mugiag, au moment de sa mort, était un enfant de 2 ans à 2 ans et demi. Mais ce fut le résultat de l'analyse au carbone qui a été vraiment étonnant. Juan Mugiag avait 5500 ans. Cela faisait d'elle la plus vieille momie noire jamais découverte en Afrique. Mais d'où venait cet enfant? Qui l'a momifié 1000 ans avant les Égyptiens, supposés avoir inventé la momification en Afrique? Les origines de cette momie, datant de 5500 ans, étaient un mystère. Pour en savoir plus sur l'enfant, Savino Di Lernia est retourné au musée de Tripoli, où se trouve à présent la momie. Je pense que la preuve la plus évidente de la momification est la peau que l'on trouve sur le crâne. Vous voyez ici la peau de l'enfant entourant son crâne. Le long de sa colonne vertébrale et de sa cage thoracique, nous avons encore de la peau. Cela est très très rare. Vous pouvez voir également les matières organiques. Ce sont réellement les restes de l'intérieur de la momie. Ceci ne peut évidemment pas exister sans un processus de momification. La première étape est de faire une incision au niveau de l'estomac et de pratiquer l'ablation des viscères. Et ils ont dû mettre quelque chose à la place, probablement une matière organique, afin d'arrêter toutes sortes d'activités bactériennes, comme le faisaient les Égyptiens dans la vallée du Nil. Juan Mugiag fut momifié d'une manière sophistiquée en pratiquant l'éviscération. Cela veut dire que l'incision a été faite de l'estomac au thorax et que les organes ont été enlevés. Des éléments conservateurs ont été mis dans son corps afin d'empêcher la décomposition. En tant que plus vieille momie éviscérée jamais trouvée en Afrique, Juan Mugiag est devenu un des plus grands centres d'intérêt dans le monde. Des scientifiques comme l'égyptologue et experte en momie, le docteur Johan Fletcher, s'y intéressent. Il y a environ 15 ans, grâce à une publication importante sur la momification dans le monde, je me suis intéressée à la momie noire. La particularité de cette momie est le fait qu'elle ait été éviscérée. Les organes ont été retirés de la poitrine, du thorax et naturellement de l'abdomen. En raison de cette forme très sophistiquée d'éviscération, nous nous retrouvons face au plus ancien type de momification complète trouvé en Afrique. Quiconque allant en Égypte considère qu'il est dans le berceau de la momification. Néanmoins, depuis la découverte de la momie noire, on constate qu'elle est antérieure à l'époque égyptienne. Je me suis demandé si cette momie noire avait contribué à la future pratique de momification complète qu'effectuaient les Égyptiens, ou si les deux traditions s'étaient développées indépendamment. Dans la tradition populaire, l'Égypte est la plus ancienne civilisation africaine.
Son art et sa religion étaient réputés. Et pour tous, c'était vraiment le berceau de la momification en Afrique. Mais certains pensent que la momie noire remet en cause ce courant de pensée établi. Le professeur David Mattingly est un spécialiste des civilisations sahariennes. Quand une momie est découverte, quelque part dans le Sahara, cela ne surprend personne, car il est évident qu'elle provient d'Égypte. On a l'habitude de dire que l'Égypte était le pays prédominant du Sahara. Néanmoins, Ouane Muigiag fut momifié à 2500 km à l'ouest de la vallée du Nil, 9 siècles avant que les Égyptiens évissèrent leurs morts. Est-il possible que la momification ait commencé en Afrique, dans le Sahara central et non en Égypte? Si les Égyptiens ne préparaient pas les momies, qui le faisait? Je me pose réellement des questions. Qui peut réaliser aussi remarquablement la préservation d'un mort? Qui étaient ces hommes capables de faire cela? D'où venaient-ils? Comment, à une époque si ancienne, pouvaient-ils maîtriser cet art de la momification? En ce qui me concerne, je sais très peu de choses sur eux. Savino di Lernia a consacré ses 12 dernières années à l'étude de cette culture millénaire. Ses recherches commencèrent dans l'abri rocheux de Ouane Muigiag, où des fouilles avaient déjà fourni des indications importantes. Vous avez ici toute l'histoire des hommes de Ouane Muigiag. Ces restes carbonisés proviennent d'un feu qui a probablement 4 à 6 000 ans, ce qui correspond à leur époque. Voici le sol. Lui aussi date de cette époque. Et là, on trouve même des restes de chèvres. Le bétail était essentiel à la vie des hommes de Ouane Muigiag. Cela peut paraître surprenant, car le bétail ne vit pas dans le désert, mais il est représenté dans les sculptures rupestres du Djebel ou massif montagneux d'Akakus. Plus de 50% de l'art rupestre de cette période représentait du bétail. Ceci explique l'importance de ces animaux il y a 6 000 ans. Des bovins et des chèvres. Le peuple de Ouane Muigiag avait des animaux. Mais comment pouvait-il survivre dans ce désert? Les restes d'une simple plante nous renseignent sur le fait que l'environnement de Ouane Muigiag a dû être un jour très différent. Nous avons retrouvé des traces de pollen de Typhacées, qui sont des plantes très répandues et qui datent de 5000 à 5500 ans, époque de Ouane Muigiag. Les Typhacées existent encore dans la région, mais ne se développent que dans les oasis où l'eau est abondante. Cet endroit a-t-il été autrefois une savane luxuriante? C'est l'occasion pour les climatologues de répondre à cette question. Une transmission satellite de la NASA a attiré l'attention du docteur Kevin White à propos du Sahara. Il dirige actuellement une équipe à l'université anglaise de Reading et utilise les toutes dernières technologies afin d'étudier les milieux anciens. Les scientifiques de la NASA ont pris des images du désert saharien de la même façon qu'ils l'ont fait sur Mars. En examinant ces images satellites, ils ont découvert dans le désert tout un réseau de rivières ensevelies, sous ce qui est à présent une couche de sable. Le système radar a pénétré la surface du désert et a révélé un ancien réseau de rivières qui autrefois se jetaient dans de grands lacs.
Depuis très longtemps, ces lacs se sont asséchés. Les scientifiques les appellent les lacs paléolithiques. Kevin White utilise l'image satellite pour découvrir des rivières dans le Sahara libyen. Mais ce qui l'intéresse le plus dans les sédiments de ces lacs, c'est qu'ils transmettent les signes du passé. Ces sédiments fournissent des informations sur le relief et le paysage environnant. Nous pouvons ainsi reconstituer la végétation et l'hydrologie. Nous avons également préparé un dossier sur les fossiles qui peut être très utile. Pour reconstituer ces climats, l'équipe a recueilli des échantillons de terrain afin de les analyser. Un collaborateur du Dr Kevin White, le Dr Nick Brooks, a organisé une expédition en Libye en se servant des cartes satellites. Il y a un passage difficile juste derrière cette dune. Viens dans cette direction, il y a un passage. Là, c'est tranquille. Encore un peu de piste facile pour atteindre l'endroit où il faudra prendre le passage. C'est là, je pense. Maintenant, il faudra franchir le haut de la dune. Si tu peux arriver jusqu'à ce point, tu pourras atteindre l'objectif, juste en dessous. Tu n'as plus qu'à faire une grande glissade et tu y seras. Voici un lac paléolithique de l'époque de Wan Mugiag, au bord duquel vivaient des hommes. Nous le savons pour avoir trouvé des poteries et des outils en pierre correspondant à cette époque. Ce que je cherche actuellement, ce sont des résidus organiques du lac que l'analyse au carbone pourra dater. Même chose pour les coquilles d'escargots d'eau douce. Nous pensons que ces derniers ont vécu dans un milieu humide. Nous pouvons également dater des restes d'animaux. Si nous avions la chance d'en trouver appartenant à des éléphants, des rhinocéros, des crocodiles et même des poissons, ce serait fantastique. Nick Brooks et Savino Di Lernia partagent la même passion. Ils parcourent le lit d'une rivière asséchée à quelques heures de l'abri rocheux de Wan Mugiag. À cette époque, cet endroit était-il différent? Quelle est la sculpture que tu préfères dans tout ce que nous avons vu dans l'Oued Matandouche? Ma préférée? Oui. C'est la représentation du chat. C'est vraiment la plus fascinante. L'Oued Matandouche est un des sites archéologiques les plus importants d'Afrique. Vous pouvez voir le rhinocéros à l'envers, avec deux représentations humaines. C'est vraiment symétrique. Tu as raison, c'est très beau. Il y a beaucoup d'animaux, un éléphant et 2 ou 3 girafes avec plusieurs superpositions. C'est relativement complexe. Mais la girafe est étonnante. Elle est vraiment très bien faite. C'est dommage qu'elle ait perdu son nez, mais elle reste superbe. Il y a aussi ces 3 représentations de chats. Ma préférée est celle qui se trouve dans le coin. Je pense que c'est la pièce principale de l'art sculptural de cette oued. Absolument. Tiens, je viens de trouver le nez de la girafe par terre. C'est vrai? Ça y ressemble? Oui, tu as raison. Il n'était pas parti bien loin. Voilà un dessin étrange. Ouais. Une autre belle girafe.
Regarde, ce pourrait être un lion. La cage thoracique et le dos, ça semble évident, non? Tous les animaux représentés ici vivaient uniquement dans la savane. Mais c'est la sculpture suivante qui va sidérer le docteur Nick Brooks. C'est une des sculptures les plus importantes de l'Oued Matandouche. Elle représente un crocodile dans sa vie sauvage. On pense que c'est le style de sculpture le plus ancien de cette région. Nous savons que des animaux comme les éléphants, les girafes et d'autres sortes de grands animaux vivent dans un environnement sec, mais pas aussi aride qu'aujourd'hui. Oui. Mais c'est la preuve définitive qu'il y avait une rivière. Les crocodiles ne vivent pas dans une région aride. Oui, évidemment. En regardant les sculptures sur le rocher que nous avons en face de nous, nous pouvons avec un peu d'imagination présumer de ce qu'était l'environnement, car tout a disparu. Nous sommes probablement sur la berge d'une rivière qui devait être saisonnière. Il y avait même des hippopotames dans les eaux peu profondes. Cet endroit était probablement dangereux car les crocodiles pouvaient sortir de l'eau et aller sur la rive. Il y avait beaucoup d'animaux sauvages dans les plaines. Peut-être que les éléphants allaient dans l'eau. Ici, il semblerait qu'il y ait eu un paysage de savane, car j'ai vu un lion sculpté dans le rocher. Il devait y avoir des lions chassant les girafes, les gazelles et d'autres espèces, comme le faisaient les hommes. Ça fait partie de l'Afrique. C'est ce que tu pourrais voir de nos jours dans certaines régions d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de Tanzanie ou du Kenya. Aujourd'hui, pour se représenter le jardin d'Éden au Sahara, il faut beaucoup d'imagination. Pourtant, on peut imaginer à quoi ressemblaient les anciens lacs, même au milieu du désert. Gabaron est une oasis du Sahara. Elle nous donne un aperçu de l'environnement à l'époque de Ouane Muigiag, la momie noire. Les fossiles répartis sur les rives du lac nous ramènent dans le passé. Cette végétation est exactement la même que celle trouvée dans l'abri rocheux de Ouane Muigiag. Ces pollens sont âgés de 5500 ans et proviennent des mêmes plantes. Cela veut dire qu'à l'époque de la momie, il y avait une végétation similaire et donc le même milieu, ce qui signifie en substance qu'il y avait de l'eau. Muni de ces échantillons, le docteur Nick Brooks retourne en Angleterre. Ces résultats n'aideront pas uniquement à compléter l'image du Sahara ancien, mais ils aideront à répondre à une question beaucoup plus importante sur les origines de l'Égypte ancienne. Dans le désert libyen, le docteur Nick Brooks et son équipe ont passé des années à rassembler des échantillons. Leur datation a donné assez d'informations pour restituer l'environnement d'il y a 10 000 ans. J'ai terminé cette simulation et je vais vous montrer où nous en sommes. C'est très intéressant. On fait un essai. Voilà le lac reconstitué à partir de nos données informatiques. Nous avons exploré en profondeur la couche sableuse à cet endroit. C'est plus facile de survoler le désert que d'y conduire. Oui, c'est plus rapide de cette façon. Les simulations faites de nos jours montrent qu'avant que le climat du Sahara ne soit désertique, à l'époque de Ouane Muigiag, la végétation couvrait les dunes et les vallées étaient des lacs. Tout a commencé il y a 10 000 ans, quand un changement d'axe de la Terre entraîna une mousson sur le nord du Sahara. Ces pluies attirèrent les ancêtres de Ouane Muigiag. Il y a 10 000 ans, des hommes de race noire venus du sud et suivant la progression de la mousson ont occupé la partie centrale du Sahara. C'est ainsi que cette région fut habitée. Il y avait alors un peuple noir dans le Djebel, ou massif montagneux d'Akakus, et dans ses environs proches. Il y a 7000 ans, ils n'étaient pas les seuls. Des peuples de Mésopotamie et de Palestine sont arrivés dans le Sahara central et y ont introduit des bovins et des chèvres.
On peut penser que cet endroit, le Djebel, ou massif montagneux d'Akakus, a été un des premiers lieux au monde où les races se sont mélangées, parce que nous avions une population noire venant du sud et une population blanche venant de moins loin, probablement du Sahara oriental. Aujourd'hui en Libye, on peut voir le résultat de cet ancien métissage. Actuellement, quand je me promène dans les rues en Libye, je suis frappé par la diversité de races que je rencontre. Ceci reflète le métissage que la position stratégique de la Libye entre la Méditerranée et le Sahara a engendré. Tout au long de son histoire, la Libye a généré un grand nombre de métis. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est l'ancienneté de ce mélange entre le type blanc de Méditerranée et le type noir du Sahara. Et cela a été mis en évidence par les études faites au Sahara. Cette diversité ethnique se retrouve sur les gravures qui ont intrigué le docteur Savino di Lernia. Les visages de ces hommes n'ont pas le type de la race noire, comme celui de la momie, mais blanc. On peut le constater à leur profil et à leur type. Ce sont bien les membres de cette communauté multiraciale qui ont momifié Wan Mugiag. Mais dans quel genre de société vivait cet enfant ? On peut imaginer qu'il y avait ici probablement 4 ou 5 familles, ce qui représentait entre 25 et 40 personnes. Chaque famille vivait dans une hutte. Elles avaient chacune probablement 2 ou 3 vaches et 10 à 15 chèvres. Il y avait des rivières, des arbres, des buissons. C'était vraiment un environnement différent. Ces familles avaient la possibilité d'être sédentaires. On peut imaginer qu'elles se rencontraient, discutaient et se répartissaient les pâturages et l'eau. Cela signifierait qu'il y avait des obligations sociales et des règles culturelles. Je pense que la momie de Wan Mugiag en est vraiment un élément important. Qu'est-ce que la momie noire peut nous apprendre de plus à propos de son environnement ? Un indice important est son collier d'œufs d'autruche. Il était encore intact quand elle fut découverte. Aujourd'hui, il nous reste encore quelques éléments de ce collier. Dans les civilisations anciennes, mettre des bijoux dans les tombes correspondait à une cérémonie rituelle. Le processus de momification suggère autre chose. Même si Wan Mugiag est la seule momie trouvée au Sahara, ce peuple a momifié ses morts depuis des années, si ce n'est des milliers d'années, avant que ne meure cet enfant. C'est une forme de momification vraiment sophistiquée. La momie noire est, de façon évidente, le superbe résultat d'un art très poussé de ce procédé. Wan Mugiag fut-il momifié parce qu'il était quelqu'un de particulier ? Sa famille n'était pas spécialement riche et puissante. En fait, cette communauté était égalitaire dans son organisation sociale. Le fait que ce soit un très petit enfant qui ait été momifié avec tant de soin et d'attention nous montre que c'était un peuple qui ne jugeait pas les individus par rapport à leur rang. Le fait que les hommes momifiaient ceux qui étaient considérés comme les personnes comptant le moins dans leur société sous-entend combien l'enfant représentait l'espoir qu'il y ait une vie après la mort. Ainsi, ils nous prouvent leur niveau de conscience. Il y avait visiblement un grand degré de compassion et d'amour dans cet acte. Peut-être même un désir de garder l'enfant pour toujours, même après sa mort.
Voici l'endroit où se trouve la plus vieille momie d'Afrique. Elle a plus de 5000 ans. Elle a au moins 1000 ans de plus que les momies égyptiennes. Cela veut dire que l'art de la momification n'est pas né en Égypte. Nous en avons la preuve. Il est vraiment tentant d'imaginer que des migrations ou des courants de pensée venus du centre du Sahara se sont répandus jusqu'à la vallée du Nil. Mais en tant qu'archéologue, j'ai besoin de preuves. Le docteur Savino di Lernia pense que plusieurs descendants de la tribu de la momie noire furent forcés de quitter le centre du Sahara 5 siècles après la mort de l'enfant. Une étude environnementale a confirmé qu'il y a 5000 ans, il y a eu un changement de climat dramatique, rendant le Sahara tel qu'il est aujourd'hui, un désert. Le climat agréable de la vallée du Nil était attirant. Le peuple de Ouane Muigiag a-t-il fini par se déplacer vers l'est en emportant sa connaissance de la momification? Ce peuple saharien a-t-il apporté de nouveaux rituels dans la vallée du Nil? Les archéologues ont commencé des recherches sur les autres traditions partagées par ces deux cultures. Les recherches du docteur Savino di Lernia l'ont conduit à un long voyage d'exploration dans le Sahara libyen. Cela lui a pris des années. Finalement, il a trouvé un premier indice, un entassement de rochers éparpillés de manière étrange dans la plaine du Messac, à une centaine de kilomètres de l'abri rocheux de Ouane Muigiag. C'était comme trouver une aiguille dans une meule de foin. Il est tombé sur un mystérieux monument circulaire qui prouverait que les animaux avaient un sens rituel dans la vie de ce peuple saharien. De toute évidence, ils vouaient un culte au bétail et faisaient des sacrifices. Quand j'ai découvert cette sculpture de bovin taillée dans la roche, j'ai pensé que ce monument avait probablement un rapport avec le culte des animaux. J'ai donc décidé de faire des fouilles. Nous avons alors trouvé des os et des restes de bétail calciné. C'était la première preuve tangible de l'existence d'un rite voué au culte du bétail. Les os de bovins, datant de l'époque de Ouane Muigiag, étaient enfouis dans un monument circulaire en pierre qui avait un diamètre d'environ 3 mètres. Des poteries y étaient déposées en offrande rituelle. Mais ce cimetière n'était qu'une partie de la découverte du docteur Savino di Lernia. Dans un cercle de pierre, à côté de ces ossements, il a trouvé le lieu de sacrifice. Cela nous amène à penser que la vache était abattue ici et que les hommes la préparaient afin de partager sa viande. Ensuite, ils faisaient un feu sacré pour débuter le rite. Puis, ils apportaient une partie des os à cet endroit et mettaient l'autre partie au pied de cette roche sculptée. De toute évidence, ils amenaient l'animal ici, l'abattaient, se partageaient la viande et ensuite ils déposaient les os ici. Le docteur Savino di Lernia pense que ces hommes priaient pour faire tomber la pluie et pour cela sacrifiaient ce qu'ils avaient de plus précieux, leur bétail. Dans la vallée du Nil, les rites animaliers ont joué également un rôle important.
La découverte en Libye des lieux rituels pour le sacrifice du bétail m'a rappelé les pratiques de l'Égypte pharaonique où il était rituellement sacrifié au sein des temples et était offert quotidiennement aux dieux. Il n'y a pas que cela dans le culte funéraire du défunt. Quand les momies étaient déposées dans les tombes, le point culminant du rite était de couper la patte avant d'une vache et alors qu'elle était encore frémissante, de l'introduire dans la bouche du mort, afin de lui transmettre la vie représentée par ses mouvements convulsifs. Ceci transférait au défunt l'espoir qu'il pourrait renaître dans une vie future. Ainsi, le bétail devint un vecteur permettant de transmettre aux morts la puissance et l'énergie sacrée. Cela crée une symbiose entre l'homme et l'animal. C'est très clair dans l'Égypte pharaonique et on l'a constaté également dans les cultures sahariennes. Les Égyptiens pensaient que le bétail était un lien entre les hommes et les dieux, ce qui n'était donc pas nouveau. En fait, le culte du bétail a été présent dans le centre du Sahara des milliers d'années avant qu'il n'atteigne son apogée dans la vallée du Nil. On peut penser qu'il y a une relation entre le culte animal pratiqué dans le Sahara et la naissance de ce même culte en Égypte. Je pense que c'est vraiment probable. Le docteur Savino di Lernia a établi que la momification et le culte du bétail étaient fondamentaux pour le peuple saharien, comme ça l'était pour les Égyptiens. C'est dans un oued asséché, à moins de 2 km du lieu de culte, qu'il trouva quelque chose d'encore plus important, la sculpture d'un homme avec une tête d'animal. Ce qu'il y a de plus fascinant à propos de cette sculpture, c'est le masque de chien. Cette représentation humaine est une des choses les plus importantes dans la région du Messac. Nous pouvons déduire l'âge de la sculpture à partir de sa couleur, qui est très noire. Cela signifie qu'elle est très ancienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'une sculpture de cette époque représente un homme portant un masque, en l'occurrence un masque de chien. Elle est beaucoup plus ancienne que celle trouvée dans la vallée du Nil. Des matières organiques prélevées dans les fentes de la sculpture furent datées au carbone. Elles auraient 5600 ans. Le docteur Savino di Lernia pense toutefois que cette sculpture pourrait avoir 1000 ans de plus. Je trouve très intéressant que cette représentation d'être humain, avec une tête d'animal, ait existé ailleurs qu'en Égypte et à une date très antérieure. Plus tard, dans la civilisation pharaonique, on trouve exactement les mêmes motifs dans l'art égyptien très sophistiqué. Anubis était un des dieux les plus symboliques de l'Égypte antique. Anubis était le dieu de l'embaumement et le gardien des morts. Durant les rites funéraires sacrés, les Égyptiens utilisaient des masques le représentant. Durant ces cérémonies, un des prêtres portait ce masque et accomplissait le rituel qui permettait aux morts de renaître dans une vie future. Je trouve que c'est vraiment fascinant que dans les cultures sahariennes, nous trouvions des représentations d'hommes portant des masques de chacal, ressemblant à des chiens, et cela 1000 ans avant l'avènement d'Anubis dans la mythologie égyptienne. Il est évident que le culte voué à l'homme animal est né en réalité dans le centre du Sahara. Mais comment un si petit peuple a-t-il pu avoir une telle influence? Il est temps d'élargir la recherche et la réponse se trouve en Afrique, ce qui pourrait étonner tout le monde.
Les archéologues devaient savoir si la culture de Ouane Mugiag, la momie noire, avait dépassé les frontières de la Libye. À environ 800 km au sud, dans le Niger actuel, on a commencé à trouver des réponses. Dans les années 80, en Afrique du Nord, des archéologues français ont découvert des poteries, des vestiges humains et des sculptures rupestres qui ressemblaient beaucoup à ceux trouvés en Libye par les Italiens. Il semble que cette culture était plus répandue qu'on ne l'imagine. Nous avons ici Tripoli, le Caire, le Nil, et juste au centre, nous avons le Djebel ou massif montagneux d'Akakus. Ici, nous avons l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger et le Mali. Cet ensemble est plus vaste que l'Europe. Cela veut dire que ce très grand territoire a été habité dans les temps anciens par des peuples migrateurs africains très cultivés. Cette culture importante s'est répandue en Afrique du Nord, du Mali jusqu'à l'Égypte. D'une certaine manière, cette culture saharienne était assez proche pour influencer les habitants de la vallée du Nil. Il y avait peu de distance entre le désert et le fleuve. Le puzzle était pratiquement reconstitué, mais les archéologues cherchaient encore la preuve de l'influence de cette culture africaine sur l'Égypte. Ils avaient besoin de prouver cette rencontre. Les Italiens se sont intéressés aux objets les plus importants trouvés dans le Djebel ou massif montagneux d'Akakus, les poteries. Dans l'abri de Ouane Mugiag, le docteur Savino di Lernia avait déjà trouvé des fragments de poterie beaucoup plus anciens que ceux trouvés en Afrique. Avait-il enfin la preuve que le Sahara ait influencé la vallée du Nil? Vous voyez ce morceau de poterie? Il est probablement vieux de 9000 ans. Il est décoré de peintures avec des mouvements d'ondulation. Et cette poterie est parmi les plus vieilles au monde. L'équipe italienne a rassemblé assez de morceaux de poterie pour en reconstituer une entière. Le docteur Savino di Lernia l'a rapporté à Rome. Ceci est une poterie que nous avons trouvée sur le site de Ouane Mugiag. Ce style de décoration est vieux de 6000 ans. Ce type de décor était fait à la peinture avec un bâton. Nous avons d'ailleurs trouvé des poteries décorées de la même façon dans la même région. Ces poteries avaient un style saharien particulier. Elles étaient complètement différentes de celles qui n'étaient pas décorées, réalisées durant la même période dans la vallée du Nil. Mais dans le sud de la vallée du Nil, des fouilles ont tout à coup révélé quelque chose d'extraordinaire. Un nouveau type de poterie a été mis à jour. Il avait 6000 ans et était de style saharien. C'était la preuve d'une relation entre ces peuples. Cela signifie qu'il y a 6000 ans, il y a eu des échanges entre le peuple saharien et celui du sud de la vallée du Nil. Tout ceci a un sens. Le Sahara s'asséchait et les peuples à la recherche d'eau devaient migrer. Le Nil et sa vallée fertile les attiraient. C'est la dernière pièce du puzzle. Il est évident que la culture saharienne a atteint et influencé celle de la vallée du Nil. Mais que sont devenus ces hommes? Des monuments funéraires, de l'art rupestre et la momie noire sont les rares preuves de leur existence. En dépit de leur remarquable culture, seules quelques traces ont été mises au jour.
Leur histoire a été véritablement ensevelie par les sables du Sahara. Depuis les 10 derniers siècles, l'histoire de l'ancienne Égypte et celle du centre du Sahara sont incroyablement liées. Il y a 5 à 8 000 ans, je pense que leur relation était totalement différente de celle qu'elle est aujourd'hui. À la place de l'image rayonnante de l'Égypte illuminant le désert, il faut peut-être penser qu'une culture plus sobre venue du Sahara a apporté ses modestes lumières à l'Égypte naissante de la vallée du Nil. Cela a probablement joué un rôle très important dans la naissance de l'ancienne Égypte. Je trouve assez extraordinaire que cette civilisation du centre du Sahara présente toutes les caractéristiques que nous associons généralement à la culture pharaonique plus récente. La momification en est le premier exemple. Il y a des liens entre ces deux cultures. Qui commença? La plupart des égyptologues aiment à croire que c'est l'Égypte. Mais je pense que toutes ces informations sur la culture saharienne devraient les faire réfléchir. Ces recherches ont amené une équipe d'archéologues à découvrir les secrets de l'origine de l'Égypte, la plus grande civilisation antique jamais connue. Pourtant, tout a commencé dans un endroit reculé du Sahara, là où le corps momifié d'un enfant a été découvert. Jamais ses parents n'auraient pu imaginer laisser à l'humanité cet héritage incroyable. Ouane Muigiag était un enfant de 2 ans et demi, vivant avec sa famille dans le Djebel, ou massif montagneux d'Akakus, il y a plus de 5500 ans. C'était un peuple africain du Sahara. Il a donné au monde la plus ancienne momie noire.